Merci, Monsieur le Président. Rebonjour, Mesdames et Messieurs. Donc, il me revient là de décliner devant vous la première intervention de la théorie à la pratique, puisque je vais essayer de traduire en chiffres l'application à travers les budgets, les 18 ans de politique budgétaire de l'empereur Napoléon III, et en les comparant à ceux de la monarchie de Juillet. Il faut toujours avoir un point de comparaison le plus proche possible et le plus représentatif. On a à peu près les mêmes périodes, enfin, la même durée de temps, et ce sont deux monarchies l'une comme l'autre. Alors, je commence tout de suite par un graphique emprunté, je rends à César ce qui appartient à Mathieu d'Oliveira dans son livre, que vous devez tous posséder, qu'il a dirigé le dictionnaire biographique des ministres des Finances, et notamment son tome 3, à travers cette courbe sur les recettes fiscales pendant de la Seconde République jusqu'à la chute du Second Empire, avec vous voyez, une courbe en hausse très nette, puisque nous arrivons à peu près, même un peu plus, de 50% d'augmentation des recettes fiscales. Nous allons le voir très directement lié à la croissance. Alors, la structure des recettes fiscales et leur poids économique, il y aura beaucoup d'images, je vous rassure. En fait, il n'y aura que des chiffres. Mais vous avez accepté de participer à un colloque sur l'économie. Je dirais, c'est tant pis pour vous. Alors, les recettes fiscales. Alors, j'avais étudié de près celles du Premier Empire et quelque part, je les avais laissées avec regret en 1815. Et pour les retrouver donc aujourd'hui sous le Second Empire, dans leur structure à peu près inchangée, du moins dans leurs grandes lignes. Il y a comme mamelles de l'État, d'abord les contributions directes, qui sont ce qu'on a appelé les quatre vieilles, une contribution foncière, l'ancêtre de notre taxe foncière, une contribution mobilière, qui a beaucoup évolué, mais qui cherche à taxer les signes extérieurs de richesse, la patente, qui disparaîtra en 1976, remplacé par Jacques Chirac par la taxe professionnelle, et enfin l'impôt sur les portes et fenêtres que les révolutionnaires, sur le modèle anglais, avaient préféré à un impôt sur les poêles et cheminées, parce qu'il était plus facile de savoir à qui appartenaient les portes et les fenêtres que les feux de cheminée. J'ajoute qu'il n'y a pas d'impôt sur le revenu, il n'y en aura qu'après la Première Guerre mondiale, bien que l'impôt sur le revenu ait été fondé par Pitt le Jeune, le Premier ministre britannique, lors des French Wars. Les révolutionnaires avaient écarté l'idée en pensant que personne ne déclarerait sincèrement ses revenus. Donc ce n'était pas la peine. Je laisse leur appréciation. Bon, les contributions directes, avec ici vous avez un tableau avec l'ensemble des recettes fiscales qui se montent à peu près à 33 milliards, 34 milliards presque de francs sous le Second Empire, avec gros 9 milliards de contributions directes. Que sont ces impôts? J'ajoute que ce sont les impôts pensés par la législative, mais mis en application par l'oncle Napoléon, à travers une direction des contributions directes, et Gaudin, son ministre. La contribution principale étant la foncière, appuyée sur un instrument qu'a créé Bonaparte, qui s'appelle le cadastre, et qui a comme ça permis d'introduire une certaine équité. Alors, Éric Anceau l'a rappelé tout à l'heure, Napoléon III privilégiait les impôts sur la consommation, ce qui est vrai, puisque les impôts indirects se taillent la part du lion, 21 milliards sur 34, c'est donc, on le verra tout à l'heure, là, plus que la majorité. Que sont ces impôts indirects? Eh bien, ce sont les impôts sur la consommation, l'impôt sur le sel aboli puis rétabli, l'alcool et le tabac, bien entendu. Des choses qui nous sont encore familières. Il n'y avait pas le pétrole, bien entendu, mais c'est de la même pratique. Comme aujourd'hui, d'ailleurs, ces impôts-là sont, qu'on avait considérés un petit peu comme indolores, sont effectivement des impôts qui arrivent après on va dire ce que Napoléon III a appelé ce fleuve qui coule de l'économie et qui prélève une partie des fruits, on va dire. Et donc, vous voyez que ça constitue la mamelle principale.
Alors, il y a aussi des revenus divers, Algérie, je passe. Je resterai évidemment très, très bref et très concentré. En moyenne annuelle, on est, vous voyez, sur l'augmentation précédemment décrite. Le revenu national estimé, on ne parlait pas encore de produit intérieur brut, on est autour de 20 milliards à l'année. Donc, nous sommes sur un taux de prélèvement obligatoire, enfin simplifié, autour des 9%, alors qu'il aurait été, hein, bien sûr, là, on ne dispose pas des modèles d'aujourd'hui, de près de 12% sous la monarchie de Juillet. Donc finalement, la pression fiscale a reculé parce que de manière légère, mais enfin significative, tout simplement parce que les revenus, notamment les contributions directes, sont des impôts finalement qui ne peuvent s'intéresse à la richesse et donc à ces aspects. Donc ce n'est que en conséquence du progrès économique et ne sont pas liés directement à l'activité économique, comme peut l'être aujourd'hui la taxe sur la valeur ajoutée, que nous connaissons bien. Donc, et même les taxes alcool, sel, tabac, bon, c'est pas parce que vous enrichissez que forcément vous allez boire beaucoup plus de vin. Donc tout ça est évidemment un petit peu décorrélé de l'activité, même si ça a suivi sa progression en maintenant une sorte de stabilité dans ces grandes lignes. Hein, il y a des variations. Mais dans Napoléon III, compte tenu du progrès économique, le favorise et en tout cas ne le pénalise pas et même diminue la pression fiscale, hein, on pourrait dire. Pourrait-on estimer. Hein. Structure des recettes en pourcentage, je l'ai dit, hein, 63% des impôts indirects. Sur la monarchie de Juillet, c'était 59%. Donc les grandes masses ne bougent pas. Hein. Alors, il ne s'agit pas hein, de la future composition de l'Assemblée nationale hein, du mois de juin, rassurez-vous. Bon, peut-être ça y ressemblera, mais nous verrons bien. Toujours est-il que voilà, bon, 63% pour les impôts indirects et 28% pour les contributions directes. On a compris que c'est quand même l'essentiel qui est là, assez peu différent d'ailleurs dans ces structures, je l'ai dit, de la monarchie de Juillet. Donc on ne s'en est pas beaucoup éloigné. Et ça a progressé depuis le Premier Empire, hein, parce que les contributions directes étaient beaucoup plus importantes. Les impôts indirects ayant été d'ailleurs établis par Napoléon Ier en 1806 pour les besoins de la guerre. Hein, mais comme tout impôt provisoire, il est resté et il a perduré. Les grands postes de dépenses pour avancer sous le Second Empire comparé à la monarchie de Juillet, il y a la dette publique, c'est-à-dire le coût de la dette. Hein, le gouverneur a parlé tout à l'heure, enfin a évoqué tout à l'heure ce qu'il avait pu dire sur le nôtre. On voit une très claire augmentation du coût. Là, on est encore hein, sur les totaux des régimes. Hein, monarchie de Juillet, dans une durée un petit peu plus courte, mais à peine, hein, un peu plus de 6,5 milliards de coûts de la dette publique sur l'ensemble du régime. Napoléon III, on est plus proche des 11 milliards. Bon, c'est une somme assez considérable, mais finalement qui pèse assez peu sur l'économie, puisque j'ai cité tout à l'heure le taux de prélèvement tout de même assez faible, eu égard, et ce qui est normal, hein, nous sommes au 19e, eu égard à nos standards actuels, mais nous sommes dans des économies comparables, mais dans certaines limites. Hein. Frais de perception qui augmentent également. Là, il faut étudier pourquoi j'en ai pas eu le temps, mais elles ont fortement progressé. Il y a sans doute des raisons, évidemment, d'administration et d'organisation. On voit une nette augmentation du budget de la guerre et de la marine, hein, près de 14 milliards sur les 41 milliards de dépenses au moment du Second Empire, et tout de même par un petit peu plus faible, mais presque équivalente, de 10 milliards consacrés aux dépenses civiles. La moyenne annuelle de près de 2 milliards de dépenses hein, sur la totalité du règne, contre un petit peu moins d'1,3 milliard au moment de la monarchie de Juillet. Ce sont quand même des chiffres en augmentation, mais toujours pour mémoire, sous le Premier Empire, le budget maximal avait atteint 1 milliard, donc on n'en est pas très très loin quand même, à la fois dans le niveau de dépenses. Hein. La variation est de plus 66%, alors plus 50 pour les recettes, plus 66 pour les dépenses. Donc tout de suite, vous aurez sans doute fait la différence et compris qu'il existe un écart. J'y reviendrai sur la manière comment il a été comblé. Hein. Mais un écart tout de même assez faible finalement. Dans les grands équilibres, hein, là c'est pareil, hein, on retrouve là 4 grands pôles. Hein.
dette publique, donc, qu'on a vu tout à l'heure, frais de perception, guerre et marine, dépenses civiles. J'attire tout de suite votre attention sur le segment vert, hein, qui est la guerre et la marine, 34% sous l'Empire et 31% sur la monarchie de Juillet, alors même que le Second Empire a eh bien, connu 4 conflits majeurs, hein, l'Italie, la Crimée, le Mexique et la guerre de 70, hein, même si toutes les conséquences de la guerre de 70 ne sont pas évidemment dans les budgets du Second Empire, mais néanmoins une certaine stabilité ou une petite variation. L'empereur Napoléon III a quand même eu raison de dire que budgétairement l'Empire c'était la paix, ou quasiment. Et on aurait pu s'attendre, pour mémoire encore, hein, sous le Premier Empire, sous l'Oncle, la guerre et la marine, hein, ça atteint 60%. Donc on est quand même plus dans les mêmes eaux, même si ce poste des dépenses reste quand même très très important. Alors, je voulais m'intéresser, faire un focus un petit peu plus sur les postes de dépenses civiles, puisque en dehors de la guerre, je voulais un petit peu voir la traduction des idées, des théories, de tout ce qui a pu être dit dans une politique publique, car depuis, encore là, Napoléon Ier, le budget de l'État devient partie prenante de l'économie et cherche à orienter, développer l'économie. Et déjà, une incitation et dépenses en fonction pour développer des secteurs, donc une politique budgétaire, une politique économique. Alors, voici les grands postes des dépenses civiles de l'époque, les affaires étrangères, en augmentation. Hein. Vous avez ici les moyennes annuelles comparées à ceux de la monarchie de Juillet, à celles, pardon, de la monarchie de Juillet. 44% de plus pour les affaires étrangères, 48% de plus en moyenne pour la justice, 37% de plus pour les cultes, c'est moins, 13% de plus pour les finances. Donc malgré tout, ce ministère a été, si je puis dire, contenu. On remarque tout de suite 109% de plus pour l'instruction publique. Donc là, on a quand même une traduction d'une volonté publique d'inscrire l'éducation nationale comme une priorité, avec ce chiffre, 110%. Alors, Beaux-Arts et Bâtiments, alors les budgets, les budgets de dépenses civiles notamment, ont beaucoup évolué. Hein. Il y a certains postes qui étaient autrefois rattachés à des ministères, puis ça a changé, etc. Enfin, il y a quelques... Donc, Beaux-Arts et Bâtiments, ce n'est pas très significatif parce que certains postes de dépenses étaient contenus dans le ministère de l'Intérieur, mais bon, il y a tout de même un effort significatif, ne serait-ce que d'accorder une enveloppe de cette nature, de cette importance à ce secteur, Beaux-Arts et Bâtiments. Le ministère de l'Intérieur, sur lequel je vais revenir, se taille, lui, aussi la part du lion, 122% d'augmentation. Hein, je rappelle, à peu près 60% d'augmentation des dépenses, là on est au double, 122%. Agriculture, commerce, travaux publics, 50%. Finalement, dans la moyenne de l'augmentation des budgets. Donc, ce qui se dégage, c'est véritablement le ministère de l'Intérieur et de l'instruction publique qui sont pour vraiment pousser en avant et qui, elles, font plus que suivre l'évolution économique et l'évolution budgétaire, mais qui marquent vraiment une différence très significative et donc une volonté politique d'augmenter ces budgets. Alors, les dépenses civiles, alors voici là aussi un autre camembert, toujours pas de l'Assemblée nationale, mais qui compare les dépenses civiles d'un régime à l'autre. Hein. Donc on voit les parts plus importantes de l'intérieur, Beaux-Arts et Bâtiments, c'est très petit, mais je l'ai dit, affaires étrangères, justice et instruction publique également. Enfin, cette part très importante de l'intérieur, qui passe de 29% à 37%, donc qui marque avec près de 40% une volonté affirmée dans les dépenses civiles de privilégier ce grand ministère, hein, qui a publié sous le Second Empire ses comptes de manière détaillée, ce qui permet d'en approcher ce focus. Alors, le ministère de l'Intérieur regroupait des dépenses ordinaires, mais en fait
dépenses centrales de l'administration centrale, mais aussi les budgets départementaux. Et donc on voit que, ce qui fait écho aux propos précédents, c'est que donc déjà l'effort est finalement porté plus sur les budgets départementaux, et donc une sorte de décentralisation budgétaire, enfin des dépenses, pardon, puisque le budget ordinaire, entre 52 et 69, finalement, il diminue même légèrement. Donc ce n'est pas le ministère central de l'Intérieur qui bouge, mais les budgets départementaux qui sont en forte hausse, avec plus de 69% d'augmentation. Alors dans ce budget ordinaire, néanmoins des variations, un budget central, celui des prisons, 140% d'augmentation tout de même. Donc mettons plus en prison sous le Second Empire, cher Éric, probablement, du moins on les garde sans doute plus longtemps. Là, c'est l'ordre voulu par aussi ce régime, très probablement, qui se traduit en chiffres. 1852, 7 500 000 francs consacrés aux prisons. On passe à 18 millions en 1869 pour une population à peine augmentée par la Savoie et Nice. Et je ne crois pas, pour en être un, que les Niçois soient tous des voleurs. Donc je ne pense pas que ce soit eux qui aient été mis en prison. Subventions et secours, là aussi une augmentation assez sensible, 47%, qui suit plus l'augmentation générale. Et alors, tu en as parlé, les lignes télégraphiques, une explosion, puisqu'on passe de 1 300 000 à 10 millions, donc 700% d'augmentation, donc une volonté d'inscrire le progrès technique, le développement économique dans le budget de l'État. C'est très net. Alors, dans là, cette fois-ci, en rouge, les budgets départementaux. Alors, que se passe-t-il à l'intérieur, notamment? Il y a beaucoup de lignes, je vous fais grâce de toutes ces lignes, on n'a pas le temps. Alors, enfants assistés, assistance publique, donc vous voyez très bien de quoi je veux parler, 153% d'augmentation, donc très clairement, on axe sur cette politique sociale, 5 millions par an, on passe à 13. Donc là, il y a une vraie volonté par rapport à la pauvreté, aux enfants malheureux, dans les conditions de l'époque et dans les canons de l'époque, de les assister et d'avoir une assistance publique, donc plus développée, plus importante. Les aliénés aussi. Alors, cher Éric, est-ce que le Second Empire rend fou? Je n'en sais rien, parce qu'on passe de 4 millions par an à près de plus de 10 millions, donc c'est 152% aussi d'augmentation. Je pense que c'est plus lié à des politiques de santé, sans doute discutées et discutables aujourd'hui par rapport aux aliénés, mais enfin, qui visent aussi sans doute à un certain ordre et un embryon de volonté de santé publique, je pense. Je n'ai pas étudié dans quelles conditions et comment, mais très nettement, ça se dégage. Et puis, surtout, parce que c'est plus important en chiffres, moins en variation, mais plus en chiffres, un effort porté, par exemple, sur les routes départementales, et aussi, d'ailleurs, sur les routes dans leur ensemble, puisqu'on passe d'un budget en 52 de 12 millions de francs par an à près de 25 millions, donc on double. Donc là encore, pour le développement économique, donc on voit bien que se traduit dans la macroéconomie et dans les chiffres des intentions annoncées, c'est-à-dire l'aide aux plus malheureux, le développement économique par les moyens de communication, alors terrestres comme télégraphiques, l'ordre aussi, qui est inhérent à ce régime à travers les prisons, sans doute les aliénés également. Donc se dessine véritablement, et s'est dessiné une politique qui a tranché ou qui a changé, même si les grands équilibres ont été respectés par rapport à la monarchie de Juillet. Alors, le financement par grande masse, c'est aussi le retour de l'extraordinaire, ce qu'avait moins pratiqué la monarchie de Juillet, puisque nous avons en recettes fiscales environ 33 milliards, dépenses à peu près 41 milliards, il en manque 7. Ces 7 sont comblés par un financement extraordinaire qui s'appelle l'emprunt, que nous connaissons très bien aujourd'hui, et qui ne représente que 16% du financement de l'État. Aujourd'hui, on en a beaucoup plus. Je n'ai plus les chiffres en tête, mais on pourra les dire tout à l'heure. Mais pendant la crise Covid, on était peut-être à 50, 60 même. Donc c'est dire l'ampleur. Et pour un déficit final en 1870 plutôt dû à l'invasion de 541 millions de francs, et qui est à quelques millions de près. Alors c'est quand même assez... comme quoi les chiffres, c'est parfois paradoxal et bizarre. C'est pratiquement le déficit de son oncle à la fin 1814, qui était dans ces eaux-là de 540 millions de francs. Comme quoi, décidément, le neveu a voulu faire pareil que l'oncle, jusque dans les plus infimes détails. Et celui-là...
pas forcément un détail, mais quand même, donc pour un déficit d'1% sur la période, ce qui est quand même très faible comparativement aujourd'hui, et grâce à l'emprunt. Alors l'emprunt, rapidement, les emprunts du Second Empire, ils sont lancés au moment des guerres, guerre de Crimée, 1,5 milliard, guerre d'Italie, 500 millions, guerre du Mexique, 300 millions, emprunt de 1868 en vue du futur conflit, 450 millions, guerre de 1870, 804 millions, donc pour à peu près 4 milliards. Il y a eu d'autres financements extraordinaires, mais je ne les détaillerai pas. Alors, ce qui est intéressant à noter, si son oncle consommait tout pour la guerre, et au-delà des impôts, de tout ce qu'il pouvait prélever, alors que là, ces impôts, ces emprunts levés pour la guerre, eh bien, une partie a quand même été convertie en dépenses civiles. Ce qui est à noter tout de même, c'est que tout n'a pas été consommé par l'armée, loin de là. On arrive donc à ce total de 4 milliards. Je dirais que ces emprunts ont été souscrits très rapidement, très facilement et plusieurs fois même par rapport à leur mise de leur volonté de départ, ce qui me conduit à dire que le Second Empire aurait pu largement emprunter beaucoup plus et sans doute préparer un conflit qu'il a perdu. Et il aurait pu le faire de manière sans aucun problème, sans doute emprunter le double, voire le triple, voire le quadruple, sans d'ailleurs menacer beaucoup les équilibres financiers, puisque je l'ai dit, la pression fiscale s'est réduite, et n'aurait pas atteint l'économie. Très probablement, aurait-il sauvé le régime? C'est une autre question. Mais enfin, toujours est-il que ces emprunts publics, contrairement là à son oncle, qui n'a pas pu en lancer, même s'il a toujours dit qu'il voulait, qu'il était hostile à l'emprunt, c'était assez faux. En réalité, il avait peur que ce qu'il a en appelé l'injure publique, que ces emprunts ne soient pas souscrits, et que donc on mesure ainsi la non-adhésion au régime. Là, c'est tout le contraire. L'argent se déverse à flot dans les caisses du Trésor pour ces emprunts publics. Alors, en conclusion, quelques conclusions. La guerre n'a pas payé la guerre pour cette fois-ci, sous le Second Empire. Aucun conflit n'a engrangé de gains. Ils ont pour essentiel été financés par l'emprunt. Et encore que je l'ai dit, les emprunts ont rapporté tellement on les a affectés à d'autres choses que la guerre. L'impôt surtout indirect représente l'essentiel du financement. 21 milliards sur 40 milliards, c'est quand même plus de la moitié. Les dépenses publiques ont connu une forte augmentation, alors même que le secteur privé a largement été sollicité pour les grands travaux. On va y venir dans cette session. La pression fiscale s'est sans doute atténuée. Je mets des réserves parce qu'on n'a pas tous les outils macroéconomiques et économétriques justement pour les calculer forcément. Peut-être moins de 10 contre 12 précédemment et autour de 15% sous le Premier Empire. Donc on baisse dans le siècle. L'augmentation des recettes fiscales témoigne de la vigueur économique, même si c'est en décalé et de manière plus indirecte. Le recours à l'emprunt, moins de 10% du total, a été plus important qu'auparavant. C'est un fait, mais il n'est pas excessif. C'est sans doute une erreur. Et on peut même dire que le régime aurait gagné à emprunter plus, je l'ai dit, notamment pour financer un réarmement dans les années 1866-1870. Voilà. Merci, mesdames et messieurs. Merci de votre patience. Merci ces chiffres. Merci.